Salut à tous les amis, bienvenue sur Fadeaway. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, mon invité, je suis très content de le recevoir. Ça fait longtemps que je voulais le recevoir dans Fadeaway pour découvrir un petit peu son métier. C'est Romain Ostric qui est scout NBA. Salut Romain, comment ça va? Salut Louis-Emmanuel. Bah écoute, ça va très bien. Eh ben, Sur la fin des vacances, mais ça va très bien. écoute, ça fait plaisir que tu sois là. Merci d'être venu. Bah, on va découvrir un petit peu les coulisses de ton métier de scout parce que c'est pas un métier qui est très, on va dire, très réputé encore, qui est très connu. Mais déjà, pour te présenter, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'à ici, jusqu'à ta profession aujourd'hui? Bien sûr. Bah écoute, j'ai été joueur pendant un petit moment. Je suis du Sud, je suis issu de la ville de Toulouse, où j'ai fait, on va dire, mes premiers pas dans le basket. J'ai vite fait les sélections jeunes, surclassées même, où je suis rentré même au pôle de la région. Et j'ai eu après, par la suite, l'occasion de pouvoir faire avec un an d'avance les sélections des équipes de France jeunes, où j'ai pu effectuer en fait le premier championnat d'Europe en Espagne avec les 90, parce que je suis né en 91. Du coup, par la suite, j'ai fait les équipes de France avec ma génération. J'ai fait l'INSEP également, le pôle France qui est aujourd'hui nommé. J'ai fait 3 ans là-bas où j'ai pu jouer avec des joueurs comme Evan Fournier, Léo Westermann, Geoffrey Lauvergne et j'en passe. Et la suite fait que je suis sorti au club de Poitiers qui venait juste de monter en première division après sa finale contre Limoges. Et donc là-bas, j'ai signé mon contrat. Malheureusement, comme on dit, les croisés, j'ai eu, euh, j'ai eu deux ruptures des ligaments croisés sur le même genou Ok, qui m'a freiné, on va dire, dans ma carrière. Donc ça m'a fait arrêter un petit bout de temps, on va dire plus de 2 ans, où en fait je suis revenu avec une jambe de bois. J'ai continué le basket sur de la M2 et puis je suis revenu dans ma région, ok. sur Toulouse où on a fait une montée et maintenant aujourd'hui le club est sur de la N1 avec un gros projet. Et à partir de là, j'arrivais pas à jouer à ce niveau-là. C'était pas ce que j'avais connu et puis j'avais des douleurs donc j'ai complètement stoppé. Je me suis orienté vers des boulots, typiquement j'ai monté un restaurant, j'ai fait des trucs qui avaient aucun rapport avec le basket. Donc j'ai coupé moi personnellement ma pratique, même si j'étais aujourd'hui Evan est mon meilleur pote, donc j'étais toujours connecté au basket. J'ai eu la chance de pouvoir vivre à travers lui sa carrière NBA. Donc j'étais très souvent à NBA, que ce soit à Denver, à Orlando, à New York. Donc voilà, j'ai pas stoppé tout au basket, mais voilà, j'avais ce côté où j'avais besoin de faire autre chose. Et puis finalement, les premiers amours reviennent j'ai eu la chance de découvrir un projet. Je parle de ça il y a une dizaine d'années, où le 3-3, c'était le début. Il y avait que les Serbes qui gagnaient, qui étaient professionnels. Et en France, nous, on essayait d'avoir une structure pour essayer d'avoir des joueurs semi-pro, voire peut-être récupérer certains pros. On a monté le premier projet professionnel de 3-3. Donc, c'est-à-dire qu'on récupérait les joueurs pros, ils étaient nourris, blanchis, logés sur un été où on a fait en fait le tour de l'Europe pour faire des qualifications et aussi gagner des points parce que c'était une année olympique pour la France. Parce que quand tu as des joueurs français qui gagnent des points, ça gagne automatiquement des points pour la France. Donc, on a fait ça pendant une année. Enfin une année, un grand été. Et en fait, à la fin de cet été, c'est là où il y a le Paris Basketball qui a racheté les droits de Hier Toulon. Et donc, c'est Jean-Christophe Prat qui a récupéré le club à ce moment-là. Et moi, dans le 3-3, j'étais associé à Noam Rudman, qui est un ancien coach en Pro B et qui a fait de la Pro aussi, et qui lui était un proche de Jean-Christophe et qui l'a appelé en disant, écoute, je viens de récupérer le club de Paris, j'ai 2 semaines pour créer la première équipe de Pro B du Paris Basketball. Et donc Noam, avec qui on avait bien bossé, m'a dit, écoute, voilà, avec ton cursus de basketteur, ta vision, ça m'intéresse que tu viennes avec moi et qu'on essaye d'aider le Paris Basketball. Et
la suite fait qu'on est resté 4 ans et demi au Paris Basketball où on était chargé par David Kahn de pouvoir être ceux qui recrutent déjà aider Jean-Christophe Prat avec son équipe première et là en première division parce qu'on est monté très rapidement en première division. Et ensuite, nous, notre rôle, c'était scouter les très jeunes joueurs à potentiel pour pouvoir les vendre à la NBA dans l'avenir. Donc ça, c'était vraiment la première vision de David Kahn, à savoir récupérer les meilleurs Français, les amener au Paris Basketball et après les vendre à la NBA ou en tout cas les faire drafter. Donc c'est comme ça on est arrivé à avoir des Sylvain Francisco, des Dustin Sliva qui aujourd'hui font de l'Euroleague, mais aussi des Juan Bégarin, Ismaël Kamagaté, et après maintenant, qui parle un peu plus, Pacom Dadier, Mohamed Diawara. Donc on a fait un gros boulot au Paris Basketball à ce moment-là, ce qui nous a permis aussi, moi personnellement, de pouvoir rencontrer la NBA de l'autre côté de ce que je connaissais, parce que je connaissais la NBA du côté joueur, parce que j'étais très proche d'Evan et il m'a ouvert pas mal de portes sur cet aspect, mais je connaissais pas la NBA côté bureau, côté recrutement, et en fait le fait d'avoir des prospects au Paris Basketball permettait de pouvoir déjà avoir tous les scouts qui venaient voir les matchs, et donc du coup de les accueillir, de pouvoir discuter avec eux, commencer à comprendre le métier réellement de scout NBA, parce que j'étais pas du tout scout NBA à ce moment-là. Et voilà, et donc du coup, on a monté notre structure au moment où on a commencé avec le Paris Basketball. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on a notre structure de scouting qui permet en fait d'aider les équipes, soit en première division, en deuxième ou en troisième, à recruter, à aussi permettre durant la saison de pouvoir remplacer des joueurs, au cas où il y a des blessures aussi, de pouvoir faire une continuité pour les clubs sur une préparation à la au prochain recrutement de l'intersaison. Voilà, on a monté une structure qui permet un ensemble de paramètres. On fait de la formation, on en parlera peut-être tout à l'heure si tu veux, parce qu'on est formé au type de personnalité, donc c'est-à-dire qu'on est capable de, nous, dans notre recrutement, de pouvoir proposer des rapports sur les personnalités des joueurs, en plus des rapports sur les critères sportifs et basketball des joueurs. Donc voilà, on a monté cette boîte et aujourd'hui on surfe à travers ça. Et maintenant, on a aussi ce rôle, parce que aussi j'ai ma boîte personnelle qui me permet de pouvoir travailler avec des franchises NBA. Ok. Comment, à ce moment-là, enfin, au moment où tu as commencé le projet Paris Basketball, c'était pas le club que c'était aujourd'hui. Comment tu as réussi à convaincre justement les joueurs de rejoindre le projet alors que tu avais des clubs français comme l'Asvel, comme Cholet, comme Le Mans par exemple, qui étaient, on va dire, plus huppés pour niveau formation pour sortir des jeunes? Alors, premièrement, c'est vrai qu'on était sur une partie du basket où l'Asvel dominait, en tout cas chez les jeunes, et avait pratiquement tout le monde, parce que c'est au moment où Tony a monté son académie aussi, et du coup, tous les joueurs voulaient aller là-bas, parce que c'était le projet d'avenir. Il y avait toujours les clubs comme Cholet, Le Mans qui arrivent à récupérer des très jeunes potentiels, parce que aussi c'est des clubs voilà, qui parlent avec de la bonne formation et des joueurs surtout qui sortent. Donc nous, on est arrivé déjà dans un club où il n'y avait rien. C'est-à-dire que David Kahn, on a dû aussi lui faire comprendre que c'était pas les États-Unis, qu'en France, il y avait aussi des règles. On ne pouvait pas venir avec de l'argent poser et dire, ben voilà, on va avoir tous les joueurs, on va avoir un centre de formation. Voilà, il y a aussi la fédération, la LNB, qui met des choses en place. Et donc, du coup, il a fallu construire le centre de formation, mettre des coachs en place. Donc ça, Noam Rudman a été directeur du centre de formation pendant un moment et à mettre tout ça en place. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et après, il y avait ce côté où on n'était pas nouveau dans le milieu, on va dire, parce que Noam avait cette partie où il était déjà coach. Alors, on a 20 ans d'écart, donc tu vois, on avait plusieurs générations. Moi, j'avais quand même ce côté où j'étais l'ancien joueur référent de ma génération. J'avais bossé un peu à la Fédé. Je connaissais les agents. Enfin, on partait pas de rien. Et puis, il y avait le gros projet du Paris Basketball qui arrivait avec des Américains qui mettaient de l'argent. C'était Paris. Parce qu'il ne faut pas se cacher aujourd'hui que là, on a quand même un vivier énorme autour de l'Île-de-France. Donc du coup, ça veut dire que les pôles aussi, l'Île-de-France, produisent beaucoup de joueurs.
Donc c'est beaucoup plus facile pour un Mohamed Diawara ou un Pacom Dadier de pouvoir se dire ben, je reste dans ma région parce que il y a un gros club à côté. Donc voilà, c'est sûr qu'on a, je sais que j'en parlais avec euh, mes compatriotes scouts qui ont aussi ont bossé à droite à gauche et dont à Lasvel où on se disait, ben, on essayait de se piquer les joueurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Paris était vraiment, on faisait du mal au club parce qu'on récupérait quand même de très gros joueurs et même on en refusait parce qu'on voulait pas en faire non plus euh, un chantier difficile pour un joueur de sortir avec le Paris Basketball derrière. Donc, on avait cette vision-là. Il y avait la vision de Noam avec coach, il y avait la vision de David Kahn qui était une vision euh, très futuriste et qui avait déjà son projet dans la tête. Le projet qui est actuellement au Paris Basketball, il l'avait déjà il y a 6 7 ans. Donc non, non, c'est un tout. Mais c'est sûr qu'on a dû travailler et mettre du nôtre sur le fait que, ben voilà, au Paris Basketball, il y a un suivi, on est là, on peut accueillir les gamins, on a le suivi aussi parce que ce qu'on faisait avec Noam, on suivait aussi les gamins et les joueurs s'ils avaient besoin en dehors du basket. Donc ça veut dire qu'il y avait une continuité sur le terrain et en dehors. Donc il y avait vraiment un suivi et je pense que c'est ça qui a marché et qui a plu. Euh, Malgré le fait que bah, finalement David Kahn et le Paris Basketball n'ont pas réussi à faire drafter l'ensemble de ces joueurs parce qu'ils sont souvent partis avant qu'ils récupèrent le buyout. Donc ça, on va dire, ça a été aussi euh, une compréhension globale du marché et nous aussi de se dire, ben voilà, voilà comment ça se passe. Il y a aussi des échéances, il y a aussi de l'argent à gagner parce que David Kahn, l'avantage c'est que c'est un businessman hors pair et il connaît le marché ou en tout cas voilà, il sait faire de l'argent. Donc ben voilà, ça a permis aussi de nous monter en gamme et de se dire ben voilà ce que c'est le marché américain et voilà comment il espère le faire en France quoi. Donc super intéressant aussi sur ça. Et aujourd'hui, tu travailles toujours avec les Mavericks cette année? Alors, cette année, j'ai bossé avec les Mavericks. Malheureusement, mon contrat s'est terminé à la fin de l'année, hein, enfin à la fin de la saison. Alors moi, j'étais sous contrat sur un an, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, quand il y a un changement de GM Oui, euh, au Masai Ujiri Mavericks, qui est arrivé. voilà, il y a pas mal de choses qui changent. Donc la chance, c'est que j'ai fait une saison où je me suis régalé avec les Mavericks, où il y avait tout à reconstruire. Et j'ai eu un gros rôle au milieu de cet univers de scouting à Dallas. Ben, l'autre côté, c'est que ben, il y a eu un changement de GM, donc il y avait Mathieu Riccardi qui avait récupéré le poste de GM, lui qui était assistant, avec le fait que Harrison soit oui, mis de côté. Et donc, du coup, Massai qui est arrivé derrière et qui a une vision du scouting différent, C'est qui ça. lui-même aux Raptors, ben, en fait, n'a pas forcément de scout international. Ok. Donc, toute la partie du scouting international des Mavs a dégagé, entre parenthèses. Donc, moi, on va dire que j'étais sur la France, même si j'ai fait beaucoup plus que la France, on en parlera si tu veux tout à l'heure. Mais il y avait des gens qui avaient 28 ans de carrière au Mavs qui sont partis comme ça du jour au lendemain parce que la vision du GM des directeurs du scouting, etc., ont complètement changé parce que Masai a ce truc où le côté international, bah, je veux pas de scouts, je veux des gens qui sont sur place. Donc il a ramené bien sûr bah, certains gars qui étaient au Canada avec lui ou les proches. C'est ce qui fait aussi que tu peux bouger d'une franchise à l'autre assez rapidement parce qu'il suffit que tu aies un GM qui t'apprécie, qui apprécie ton boulot qui fait que ben voilà, je change, je viens de changer de franchise, je t'amène avec moi. Donc voilà, et je te donne un rôle plus important. Donc c'est comme ça que la NBA, tu comprends, ça reste du business, ça reste, voilà, il faut pas le prendre à cœur parce que c'est pas forcément parce que tu fais du mauvais boulot, etc. Mais il faut prendre les opportunités. Le fait que tu mettes un pied dedans, c'est sûr que c'est différent parce que ben, aujourd'hui, les Américains, enfin, c'est pas comme en Europe ou en France quand on veut un poste, ils vont prendre les infos, ils vont appeler des anciens GM, des anciens directeurs du scouting pour savoir si tu as bossé avec eux, comment t'es, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que tu mets un pied dans la NBA, tu as plus de chances pour être embauché sur d'autres projets derrière, quoi. Ok. Bah, c'est quand même intéressant d'en parler. Elle s'est fait comment ton entrée à Dallas? Parce que
Tu disais que tu étais scout international sur la France et sur d'autres pays. C'était quoi ton rôle précis dans cette cellule de scouting? Et est-ce que tu as des interlocuteurs particuliers? Par exemple, est-ce que tu parlais à l'ancien GM? Est-ce que tu parlais à Jason Kidd qui était l'ancien coach? Comment ça marchait en fait, tout cet univers-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche différemment dans les franchises. Chaque franchise a sa façon de faire. Ok. Il y a des franchises qui sont assez ouvertes et qui vont t'ouvrir des plateformes, etc. Il y a des franchises qui sont au contraire très sécurisées, qui vont marcher par pôle, à savoir, ben, t'es scout en France, mais en fait, tu parles juste par mail. Tu n'as pas de plateforme où tu stockes tes données, etc. Donc, ça dépend vraiment des franchises. Aujourd'hui, moi, on va dire que ben, la précédente intersaison, l'année dernière, j'avais en fait quatre possibilités de pouvoir en fait signer dans des franchises. Donc j'ai passé tout l'été à faire des interviews parce que ça aussi c'est, ben, tu vois au départ le scout international, puis après le directeur du scouting, puis après l'assistant GM, puis peut-être le GM final qui valide. Voilà. Donc ça peut prendre du temps. Ok. Ça peut être des déplacements aussi, parce que souvent on se croise souvent sur les championnats d'Europe, championnats du monde, etc. Mais après, ça se finit souvent sur de la visio ou des rendez-vous. Tu vois, j'ai dû me déplacer à Paris parce que les Américains adorent Paris. Donc le GM vient à Paris parce que il part en vacances avec sa famille. Il faut que tu sois là pour le rencontrer 10 minutes pour qu'il valide ou pas. Tu vois. Donc on va dire que euh, Dallas, ça s'est fait un peu. C'était pas de mon côté, tu vois. Il y a les relations qui jouent. Dallas, ça s'est fait. Bah, déjà, premièrement, comme je te disais, je suis proche d'Evan Fournier. Et en fait, le directeur du scouting des Dallas Mavericks, c'est un Sénégalais qui s'appelle Ok. Maktar Ndiaye. Et en fait, Maktar est aussi celui qui s'occupe de la sélection du Sénégal. Et l'année dernière, il y avait une confrontation Sénégal-équipe de France à l'INSEP et Evan s'entraînait. Et ils sont très proches parce qu'ils se sont côtoyés en NBA aussi. Maktar, qui est un ancien joueur NBA, bien sûr. Euh, et du coup, en fait, Maktar parle à Evan en disant, tiens, j'ai besoin d'un mec, je suis à la recherche d'un scout. Et Evan, il dit, bah, j'ai mon meilleur pote qui est scout aussi. En ce moment, il recherche. Bah, si tu veux, je te mets en relation. Et finalement, tu vois, ça s'est fait comme ça. On s'est eu au téléphone avec Maktar et bah, ça a pris un peu de temps parce que c'est difficile de mettre les choses en place, etc. Et finalement, j'ai eu l'accord, c'était mi-septembre. Et puis après, ça s'est enchaîné. Donc, au Mavs, la chance dans laquelle je suis tombé cette année, c'est qu'on était une équipe du côté international. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que en termes de scouting, tu as la partie américaine et tu as la partie internationale. Et la partie américaine est aussi, voire 10 fois plus grosse que la partie internationale parce qu'il y a tellement de joueurs, il y a tellement. Ben, le continent est tellement grand ils sont obligés d'être beaucoup pour gérer les NCAA, les high school, les NBA. Donc, tu as différents spots de scouts. Tu as les scouts pour la NCAA, tu as les scouts pour la NBA, tu as les scouts pro, les scouts jeunes. Tu as vraiment pas mal de postes en termes de scouting. À l'international, moi j'étais avec un mec qui s'occupait de l'Australie, un mec qui s'occupait de l'Amérique latine, un mec qui s'occupait de l'Italie et quelques pays autour. Moi là-bas j'étais sur la France, vu qu'on a quand même un gros vivier de joueurs, c'est comme si on pouvait être à plein temps sur la France aussi. Et on avait un autre mec qui était ce qu'on appelle aussi scout international, parce qu'on même moi, si on peut dire que je suis scout international, mais moi, quand j'appelle ça scout international, c'est que tu es sur plusieurs pays. Donc, c'est-à-dire que tu peux vraiment te balader dans toute l'Europe parce que tu as un statut différent, tu as un salaire différent aussi. Donc, tu as plusieurs degrés aussi dans ce secteur-là. Et donc, nous, le but, c'était de pouvoir échanger au moins soit toutes les semaines, soit une fois par mois, soit si tu avais aussi des moments un peu clés dans la saison, tu vois, quand il y a la free agency, quand il y a la draft, en fait, tu as des moments où tu as un peu plus de boulot à gérer, où tu as plus des priorités, où ils te disent, bah tiens, voilà, vous avez sorti ces cinq mecs-là qui sont intéressants pour la free agency, on veut tout savoir, on veut savoir les buyouts, on veut savoir. Donc, tu vois, après, ce qui te permet de pouvoir suivre aussi les professionnels. Tu vois, cette année, j'ai suivi Monaco, tu vois, tu avais des Alpha Diallo qui étaient. On ne savait pas s'ils pouvaient sortir durant l'année. Donc, tu vois, il faut avoir toutes ces informations qui permettent après toi de faire tout remonter.
Et derrière, après, on va dire que tu es la première pièce d'un engrenage qui fait que derrière, après, ça peut lancer un truc plus haut derrière. Mais nous, on va dire, on est là pour récolter les informations. Ok. On est là pour surtout faire des rapports. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, la chance que j'avais avec Dallas, c'est qu'ils m'ont mis à disposition leur plateforme privée, D'accord. où j'ai pu, en fait, moi, avoir ma plateforme à l'intérieur, où je pouvais déposer mes fichiers, où je pouvais, voilà, collaborer, avoir des informations directes. Et aussi, tu vois, j'étais en constance en communication avec mon directeur du scouting, Maktar. Et aussi, c'est là où j'ai compris, c'est que en fait, ben, tout ce que tu envoies est lu. Ce qui est difficile à comprendre, c'est parce que aujourd'hui, on envoie tellement de rapports que tu te dis là-haut, tout là-haut, ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent gérer tous les rapports de toute leur structure, donc même les Américains. Mais en fait, tu te dis, moi la chance c'est que j'étais plutôt bien vu par Mathieu Riccardi qui était le GM. Et donc tous les matins, avec le décalage, bah, dès qu'il lisait mes rapports, bah, il m'envoyait des messages. Et donc ça, des messages privés du GM, bah, c'est pas tout le monde qui l'a. Et donc du coup, ça te met en confiance, tu peux discuter avec eux, tu peux voir un peu plus aussi ce qu'ils attendent de toi. Donc des fois, dans certaines franchises, il n'y a aucune communication et donc du coup, tu dois faire le boulot sans savoir si tu le fais bien ou pas. Et des fois, une fois dans l'année, ils vont te dire, ah ben on préfère ça, donc, ou t'as mal fait ça, et donc c'est un peu compliqué. Là, en fait, je pouvais m'adapter, même poser des questions en disant, ben voilà, j'aimerais augmenter mes compétences, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi la vision globale des Mavs? Parce qu'aussi, le recrutement se fait différemment, tu peux pas le faire. Euh, bah, les Sixers ont une façon de recruter avec des types de joueurs, etc. Les Mavs, pareil. En fait, chaque franchise a son type de joueur préféré, donc du coup, tu dois t'adapter, et ce qui fait aussi le travail de scout NBA, quoi. Est-ce que tu as des demandes particulières des fois de la part de la franchise? Est-ce que le GM te dit tiens, je veux que tu me cherches tel type de joueur ou que tu ailles dans tel pays ou j'ai vu par exemple j'ai vu un Allemand de 15 ans qui joue dans les U16 de l'Alba Berlin, je veux que tu ailles les voir. Est-ce que ça arrive ça ou il te laisse vraiment libre? Et ma deuxième question c'est à quoi ça ressemble en vrai un rapport de scouting pour une franchise NBA? Est-ce que c'est un tableau Excel avec de la data? Parce qu'on sait que la data c'est important. Est-ce que c'est plutôt un dossier de Word de je sais pas combien de pages? Enfin, comment ça marche en fait? Alors, pour répondre à ta première question, oui, ça se fait. Alors, nous, notre job, Ok. c'est, on va dire, de tout savoir. De savoir les prospects qui peuvent aller vers la NBA. Et que ce soit des générations que tu suis. Donc, tu as des générations, bien sûr, draftables. Tu vois, cette année, c'était 2004, 2007. L'année prochaine, ça va être 2005, 2008. Donc, du coup, tu vois, tu as aussi une vision sur ça. Tu as aussi une vision sur les prospects d'avenir qui vont te permettre déjà d'aller récolter ce qu'on appelle nous les intel, le background. Donc c'est toutes les informations hors basket qui permettent de te dire bah, il est avec tel agent, euh, il a une petite amie ou enfin il a des parents séparés, voilà, il y a plein de choses qui sont importantes qui fait que la NBA peut te dire un stop ou pas, tu vois, sur certains domaines. Donc oui, on va dire, tu peux avoir des demandes. Tu vois, par exemple, moi cette année, je ne vais pas à la Russie parce que c'était pas quelque chose qui était euh, dans les trucs que je devais faire au quotidien. Mais il y a un Russe qui, voilà, tiens, il y a ce mec-là qui, de la génération, c'est pas la taille qu'il fait parce qu'en fonction des articles, en fonction des matchs, on n'arrive pas à mettre une taille, mais le mec est intéressant, tu vois. Et finalement, mais tu te rends compte qu'il a été drafté par les Mavs cette année. Alors que c'est un mec qui est sorti de nulle part, qu'on n'a pas vu sur les championnats d'Europe, etc., parce que la Russie n'y est plus. Donc finalement, tu peux avoir des missions sur ça en te disant, ben voilà, fais ça. Et c'est comme je te disais, en fait, moi, à la base, je devais tout savoir sur ce qui se passait en France. C'est-à-dire que si aujourd'hui, mon directeur du scouting ou mon GM m'appelle et me dit, écoute, j'ai besoin de savoir ça sur lui, il faut que je le sache. Donc ça, c'était mon job. Mais par contre, tu vois, ben, j'ai été sur la free agency parce qu'ils aimaient mon travail. Donc ils m'ont dit, écoute, on aimerait bien que tu fasses ça. Donc voilà, donc ça veut dire que tu vas aller voir un match. Tu vois, je suis beaucoup en Grèce, grâce à Evan aussi et l'Olympiakos. Donc tu as tendance à voir aussi, tu vois, Delaria avec Valence. Tu vois, il y a plein de choses qui font que ben, tes rapports, tu continues à les faire parce que tu vois les matchs. Donc du coup, autant faire un rapport et tu le mets sur ta base de données. Donc ça peut servir
Et s'il t'appelle ou sur les réunions, tu vois, on était dans l'échange. C'est moi j'ai vu ça, toi t'as vu ça, ok, mais pourquoi tu as vu ça? Moi je l'ai pas vu du tout parce que j'ai vu 4 matchs. Donc le but c'est d'échanger et d'avoir après, on va dire, toutes les informations pour que le GM prenne sa décision à la fin. Donc oui, clairement, on peut être, tu vois, mis sur certains noms. Et après, en termes de rapport de scouting, après, bon, ça reste confidentiel, tu vois, donc je peux pas te dire les choses, mais Oui, oui. aujourd'hui, en fait, tu as oui, t'as un moment où tu peux créer par toi-même, c'est-à-dire que tu as des critères qui vont être importants pour certaines franchises, de te dire, ben voilà, s'il n'est pas comme ça, ben il faut que tu le notes, et parce que c'est important pour nous, et nous, c'est peut-être le mec qu'on va mettre de côté de suite parce que le mec n'est pas comme ça. Après, tu vas avoir des rapports de match où réellement tu vas dire ce qui s'est passé sur le match. Et donc, ce qui te permet après de pouvoir pas anticiper des choses. Tu vois, il y a un côté où tu as de la projection, de dire qu'il pourra faire ça plus tard parce qu'il y a ça, ça, ça physiquement qui te permet d'aller plus loin. Mais il y a aussi, ben voilà, actuellement, voilà ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Ce qui te permet de te dire, ben, à l'instant T, le 15 mars 2025, il faisait ça. Eh ben, tiens, je l'ai revu en juin. Ben, voilà ce qu'il fait. Ah, il y a un progrès ou il n'y a pas de progrès ou il a stagné, etc. Donc les rapports, en fait, ça va être des rapports typiquement sur la technique, la tactique, le physique, l'évolution physique ou pas. Tu peux mettre de la partie mentale. Moi, c'est un truc que Dallas a aimé. Et Dallas, tu vois, à changer quelques trucs par rapport à mon boulot parce que ben, j'ai cet aspect où je suis capable de parler de la personnalité des joueurs et de l'identifier sur l'eye test. Donc juste en regardant le joueur sur le terrain, je suis capable d'identifier ben, certains comportements observables, tu vois, les zones de stress, ce qui peut le motiver, l'environnement favorable d'un joueur. Ce qui te permet de pouvoir ajouter ben, des intels ou des intangibles, ce qu'on appelle, des choses qui ne se voient pas directement ou que tu as besoin de comprendre sur tes rapports. Et donc ça aussi, ça peut te permettre d'avoir différentes choses et surtout de ce qu'on appelle cross-couter, donc croiser avec les informations que tu vas avoir des coachs, parce que tu as un boulot aussi de pouvoir appeler les coachs, de pouvoir appeler les assistants, de pouvoir appeler les entraîneurs physiques, les skill développeurs, les médecins, les anciens coachs, les anciens joueurs. Tu vois, en fait, ton but, c'est d'être un détective et d'aller chercher toutes les informations, sachant que tu n'as pas le droit, normalement, de parler aux joueurs en direct. Donc ça, c'est aussi, bon, tu peux avoir des affinités, tu peux croiser les jeunes joueurs de temps en temps parce qu'ils te voient partout, tu peux dire bonjour, voilà, et tu rencontres les parents aussi, c'est pas, voilà. Mais sur certains degrés, tu vois, pour la draft, bah, t'es pas censé du tout parler aux joueurs. Tu peux pas, même si tu connais, t'es pas censé appeler le mec et dire, bon voilà, j'ai besoin de savoir ça, ça, ça sur toi. Ça passe que par les agents, en fait. Alors, tu as les agents aussi, mais tu vois, c'est là où il faut cross-couter, c'est parce que l'agent, il est là pour te vendre ton Oui, joueur. oui. Donc du coup, il va te dire ce qu'il a envie de te dire. Donc même si tu peux avoir confiance à certains agents, pouvoir échanger, c'est une relation super importante, tu vois, d'être au contact de l'agent parce que l'agent a des informations que certaines personnes n'ont pas. Donc, mais ça veut dire que l'agent aussi il les fournit aux autres scouts. Donc du coup, ton but aussi, c'est d'aller cross-couter ces informations, donc aller comparer ça avec ce que dit le coach, avec un coéquipier qui a joué l'année dernière, tu vois, pour te dire, bah, ok, voilà, j'ai cross-couté, j'ai plusieurs sources qui me valident ça, donc ça veut dire que c'est plutôt dans ce sens-là. Par contre, j'ai des sources contradictoires. Parce que quand tu es dans des autres pays, je peux te dire qu'il y a certains scouts ou certains coachs qui préfèrent travailler, tu vois, quand tu vas avec la Serbie, toutes les informations des Serbes passent par les Serbes. Donc si tu arrives même à avoir des informations ou un contact qui te permet de pouvoir avoir une source, ben, il faut toujours la cross-couter parce qu'ils préfèrent donner les bonnes sources aux Serbes, aux scouts serbes, qui y en a beaucoup, que aux scouts français qui ne travaillent pas pour la même franchise. Donc tu vois, c'est ça qui est super important et c'est un boulot de détective d'aller toujours ben, créer tes connexions, oui, je le dis en anglais, tes connections, parce que aujourd'hui, le boulot de scout, c'est aussi ça, c'est de pouvoir prendre ton téléphone et te dire, ben, voilà, j'ai besoin d'une information, j'appelle. Est-ce que tu as déjà reçu, je vais dire des pressions, je sais pas des pressions, mais est-ce que tu as déjà reçu peut-être des parents ou des agents qui t'appellent, qui te disent, ouais, il faut vraiment que tu ailles voir, peut-être surtout des parents, tu vois, ou de la famille qui disent, ah, il faut que tu ailles voir mon fils, il faut que tu ailles voir mon cousin, il est trop fort, viens le voir et tout, c'est arrivé ça ou pas?
On va dire que ça arrive sur les petits niveaux où les Ok. très très jeunes joueurs, on me fait remonter des informations en me disant lui. Mais ce qui est pas plus mal. Alors après, derrière, moi j'ai pas de souci à pouvoir aider des jeunes joueurs ou à orienter des parents parce que je suis passé par là, parce que je vois. Enfin, moi je suis quand même à aller regarder des gamins qui ont 13 14 ans pour les projeter vers la NBA. Donc, je peux donner quelques informations derrière, mais après, dès que ça passe, on va dire qu'aujourd'hui, dès 14 15 ans, ils commencent à être avec des agents, même si c'est pas officiel, même s'ils n'ont pas forcément le droit de signer quelque chose, ils sont déjà orientés. Donc, on va dire, les parents, ils suivent. Et donc du coup, c'est souvent l'agent que tu discutes avec lui, qui essaye de te sortir les verres du nez quand tu vas discuter ou voir un tournoi. Alors qu'est-ce que tu as pensé de mon joueur, etc. Donc nous, on a ce côté où on est au milieu des coachs, on est au milieu des agents. On n'a pas un rôle où on essaye. Déjà, on ne gagne pas d'argent sur les joueurs. Nous, on n'est pas là à dire ben, je vais placer ton joueur dans une équipe et je vais prendre un pourcentage dessus. Non. Nous, on est là pour aider les agents à placer le joueur au bon endroit, parce qu'il y a des structures, il y a des environnements qui correspondent à certains trucs, des coachs aussi, qui correspondent à certains joueurs. Donc ça, on peut aider. Mais aussi, on peut aider, enfin, on aide surtout les coachs, les assistants à dire, ben voilà, sur les pros, tu as un type de profil que tu aimerais sur un meneur. Ben voilà, nous, ce qu'on a suivi durant l'année, voilà les types qui sont typiquement le profil que tu veux, mais par contre, ben voilà, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça, à toi de faire ta décision à la fin. Nous, on vient de faire un entonnoir pour que tu n'aies pas, en fait, toutes tes sollicitations des agents, parce que, on va dire, tous les étés, tu as tous les agents, en tout cas qui bossent en France ou qui bossent en Europe, qui viennent t'envoyer leur listing. Donc les listings, tu as peut-être 40 joueurs par listing. Donc si tu en as 60 listings, ben, va trier les mecs. Donc nous, on a déjà nos propres listings, on suit déjà les mecs en fonction des profils que le coach souhaite. Et ce qui te permet après de pouvoir dire, ben voilà, ok, tu as ta demande, ben voilà, ta demande, c'est on t'en donne 5. Tu me dis ce que tu penses des 5. Ok, t'aimes pas, on t'en redonne 5 derrière, et tu les étudies, tu parles avec tes assistants, on te fait tes rapports de scouting. Toi, tu cross-scout aussi parce que tu as ta vision de coach et tu sais ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Et après, on te permet aussi de comprendre le marché. Voilà le marché aujourd'hui. Ben, les gros joueurs, ils vaut 300 000 balles. Par contre, tu sais que certaines choses en France, tu as les impôts. Enfin bref, on est là pour aussi orienter et dire, ben voilà, il y a certaines équipes qui ont chopé des joueurs à ce tarif-là. Toi, tu es une équipe, tu n'as pas de budget. Si tu as une opportunité, il faut que tu ailles maintenant parce qu'à la fin du marché, tu l'auras plus. Tu vois, donc on est là pour vraiment aider. Mais comme tu disais au départ, on a un métier qui n'est pas reconnu forcément en France parce que tu n'as pas de diplôme. Hmm. Tu as surtout en fait le problème que les clubs ne mettent pas un scout dans la masse salariale ou en tout cas dans le budget global du club. Donc du coup, ils se retrouvent à j'ai besoin mais j'ai pas l'argent pour pouvoir vous aider. Donc du coup, est-ce que vous pouvez m'aider gratuitement et on voit l'année prochaine comment on peut gérer ensemble. Donc on va dire, on essaye de grappiller petit à petit un marché, comme les skills développeurs y étaient, tu vois, il y a 3 4 ans, où ils Il y a essayaient beaucoup, aussi et c'est de vrai qu'il y a suivre. beaucoup ça dans les équipes, hein. Et maintenant, en fait, tu as un skill développeur par équipe, qui est Hmm. maintenant même assistant de skill développeur, tu vois, avec leur diplôme. Donc on espère, on va dire, pour les prochains qui vont suivre derrière, parce que c'est un métier qui attire et qui, en tout cas, moi, tu vois, j'ai beaucoup de demandes sur comment le métier est, comment on fait pour devenir scout, etc. Donc voilà, j'espère qu'en France, on arrivera à avancer sur ça. Parce que c'est une aide pour les équipes et pour les recrutements, ça c'est sûr. Et tu peux gagner de l'argent avec, et pas en perdre surtout. C'est intéressant ce que tu me dis. Ce que je voulais, on va aborder le volet mental juste après, mais tu disais que scout, c'est un métier qui est en pleine émergence. J'y pensais tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu connais le basket, si tu es passionné par ça et que tu prends des notes, en vrai, j'ai l'impression que tout le monde peut être scout, entre guillemets. Ça veut dire que si tu regardes un match depuis ton fauteuil et que tu as envie de te fixer sur un joueur, en vrai, tu peux de chez toi. Ouais, moi, le premier truc que je dis, c'est que tout le monde peut être scout. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a une sensibilité chacun à voir des choses que les autres ne voient pas.
Par exemple, il y en a qui vont observer parce qu'ils sont fanats de physique, ils vont observer la course, ils vont observer la position du pied, la musculature des mollets, ils vont être capables de dire, ah ben là, le mollet, il est moins musclé là, donc ça va lui poser un problème, tu vois. Donc il y a plein de choses qui peuvent être vues. Il y en a qui vont, tu vois, moi je dis toujours, aujourd'hui, tu as un mec qui voit 4 matchs dans la semaine, qui est sur son canapé parce qu'il adore le basket, il est capable de dire dans le match qui est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben lui, il est très bon, il met des points, etc. Donc ouais, c'est intéressant de le voir, il fait ça. Victor, tu vois, aujourd'hui, tout le monde connaît Victor. Par contre, après, il y a des choses qui se travaillent comme dans tout métier. Aujourd'hui, la projection d'un mec ou d'une fille de 13 ans vers la NBA, c'est compliqué. Et donc, il y a des critères qui font que aujourd'hui, tu peux te baser ou prendre des paris sur certains gamins et te dire, ben voilà, moi je mets sur ce mec-là en U14, parce qu'il faut se dire aussi les choses, tu as des enfants qui en U14 sont déjà formés physiquement, dominent les catégories, parce que ben, ils sont tellement physiques par rapport aux autres enfants que en fait, marquer des paniers et mettre des coups d'épaule, ben, c'est facile pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maturité physique fait que, ben, au bout d'un moment, tu te fais rattraper par les autres si tu bouges pas. Et donc, du coup, si tu n'es pas capable d'observer ça et de te dire, moi, je vais recruter ce mec-là à 14 ans parce qu'il domine, il met 30 points de moyenne, il joue déjà avec les U18, etc., etc., fait que tu peux te tromper parce que bah, il suffit que le petit qui joue 2 minutes, mais qui a une morphologie où il peut greffer du muscle, il est longiligne, tu sais que les parents, tu les regardes dans le public, ils font 2 mètres, la mère 1,85 m, tu sais que le gamin, il va faire minimum 1,95 m et il joue meneur. Ah, c'est peut-être lui que je vais aller regarder. Par contre, il n'y a personne qui le regarde. Donc voilà, tu vois, c'est des trucs qui font que l'œil et les informations que tu vas aller récolter, parce que c'est ça aussi, hein, tu peux avoir l'œil et te dire, ah ouais, mais ben, le gamin il est prévu à 2,10 m. D'accord, mais pourquoi il fait 1,80 m maintenant? Ah ben parce que il est ce qu'on appelle les late boomers, il met du temps, il n'a pas encore entamé son premier cycle de croissance. Ok. Donc si tu n'as pas ces informations, tu peux pas. Donc tu vois, c'est à la fois, bien sûr, tout le monde peut le faire. Parce que si tu aimes que ça soit du foot, le sport, et que tu aimes regarder, et que tu fais attention, parce que regarder un match, ok, tu vas regarder un joueur, tu vas te dire, ok, je vais me focus sur un joueur. Donc la difficulté déjà, c'est que ton œil n'a pas l'habitude de, parce que tu regardes un match en regardant un peu Oui. toutes les actions, etc. Donc déjà, se focus sur un mec offensivement et défensivement, ça va te dire que ah ben ouais, j'ai raté le match. J'ai vu que voilà, parce qu'il y a le comportement aussi que tu vas observer sur le banc quand il est sur le banc, tu vois ce que je veux dire. Donc tu as ça, mais quand tu es sur un championnat d'Europe, que tu as pratiquement allez, 5 ou 6 gamins à observer en même temps sur un match et prendre des notes sur les 6 gamins, il faut que tu aies l'habitude. Et surtout, tu en enchaînes des fois, tu vois, sur les tournois next-gen qu'il y a avec Adidas, tu enchaînes 6 matchs dans la journée Oui, ok. d'affilée. Donc du coup, bah, il faut que tu aies l'habitude, il faut que tu es capable, parce que tu manges pas, tu vois, tu anticipes des trucs, tu as la fatigue qui arrive après, après le midi. Donc non, en fait, c'est une routine qu'il faut avoir. C'est surtout, il faut aussi se dire que des fois, il y a des matchs où tu as assez pris de notes et il faut souffler, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un entraînement. Mais aujourd'hui, si tu as une sensibilité, tu vois, les joueurs, moi j'aime bien dire, nous qui avons été joueurs, vu que tu l'as fait sur le terrain, tu as des mouvements que tu as fait, tu as des trucs, etc. Tu as un feeling que tu te dis, bah, ce mec-là, il va être capable de faire un truc comme ça parce que voilà, je l'ai déjà senti. Tu vois, c'est un truc que de joueur. Les coachs ont différent. Moi, tu vois, mon associé n'a jamais joué ou en loisir. Mais lui, il va te dire, putain, moi j'ai vu ça, regarde là quand il shoot, bah, tu vois le pouce comme il le met, le doigt derrière, etc. Bah, tu Vraiment vois là, s'il avait. plus de détails, ouais. Mm. Ah ouais, et t'as des détails. Et moi, j'ai appris des trucs. Je dis, mais attends, mais moi, je le faisais naturellement. Tu vois, je me suis jamais posé la question. Ah, mais oui, voilà, tu fais gaffe parce que s'il met pas, tu vois, la souplesse du poignet, la montée du coude, pourquoi il a changé son. Voilà, il y a plein de trucs et c'est super intéressant parce que c'est jamais, euh, bah, t'as jamais une fin au truc, tu vois. Ok. Ouais. Tu parlais de prise de notes. Toi, comment tu fonctionnes sur ta prise de notes? Est-ce que tu y vas avec un ordi? Est-ce que tu y vas avec peut-être des notes à l'écrit? T'es plus à l'aise à l'écrit? Tu vas comment ou au téléphone peut-être? Comment tu fonctionnes? On va dire qu'à une époque, j'étais beaucoup par écrit, mais le truc, c'est que tu perds du temps. Ouais.
tu, euh, tu dois ouais, rentrer à la maison, refaire un Word pour le placer, etc. Moi, j'ai une plateforme aussi qu'on a créée, qu'on va sans doute sortir l'année prochaine, qui va permettre en fait aux équipes, aux scouts ou à n'importe qui de pouvoir avoir sa propre base de données, stocker ses fiches, pouvoir les partager, pouvoir créer des listings de joueurs, etc. Ok. Avec aussi de l'IA qui va arriver aussi. Donc voilà, donc c'était mon process, c'était ça, je prends des notes, je le remets sur PC, je le stocke dans ma base de données. Aujourd'hui, je suis plus sur l'ordi, je suis plus sur mon téléphone. On va dire aussi, bah, t'as des phases où en fait, tu es en déplacement et tu as des phases où tu es à la maison en train de regarder des matchs en replay. Et tu vois, moi, je me suis acheté une sorte de boîtier qui m'enregistre, où j'ai même pas besoin de prendre de notes en fait. Donc ça me fait, je parle comme si je regardais un match, sauf que j'ai personne autour de moi. Ce qui me permet en fait de pouvoir lister tout ce que je dis. Puis après derrière, en fait, tu as un système d'IA qui te dit, ben voilà, voilà ton texte final. Est-ce que tu veux que je fasse un SWOT? Est-ce que tu veux que je te mette les plus, les moins? Ou est-ce que tu veux que je te laisse le texte comme ça, qui permet après toi de pouvoir le réécrire ou ajuster, correction, etc. Donc ça, Ok. c'est un gain de temps pas possible parce que des fois, tu vois, même dans la journée, j'amène les enfants à l'école le matin, après je me mets sur l'ordi, j'ai les joueurs que je veux ou les matchs en France que j'ai pas suivis et en fait, tu vois, je parle. Donc ça me permet de pas être mettre stop, écrire, etc. Donc tu vois, c'est un gain de temps maintenant aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, même aussi pour nous, tu vois. Donc aujourd'hui, je peux faire 5 matchs d'affilée, me dire, écoute, j'attends 2 3 jours pour faire, tu vois, le bilan de ça ou même le faire le lendemain en disant, ben voilà, ok, maintenant j'ai fait mes 5 matchs à l'oral, ben, je vais faire mes 5 rapports derrière direct, comme ça c'est fait et j'enchaîne à autre chose, tu vois. Ok. Donc voilà, ça dépend. Tu vois, il y en a encore qui sont allés avec l'iPad, mais tu sais, avec l'écriture manuscrite, qui te permet aussi de pouvoir avoir ton Excel. Il y en a qui font avec le téléphone, il y en a qui sont encore à l'écriture manuelle. Ça dépend. Honnêtement, les scouts, t'as la nouvelle génération qui arrive, mais tu as aussi les anciens, parce que tu as beaucoup d'anciens qui sont entre 55 et peut-être 70 ans qui sont toujours là sur les matchs avec leur vision. Donc non, ça dépend, tu vois. Honnêtement, c'est ta façon de travailler, il n'y a pas de plus ou moins, il y a plus de la productivité, on va dire. Moi, je sais que je suis plus productif avec ces nouvelles technologies, quoi. Ok. Euh, pour finir cette interview, je voulais parler du volet mental parce que tu en parlais au début de l'interview. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important, surtout pour un joueur de très haut niveau, que ce soit même de la Betclic Elite ou si tu parles Euroleague, NBA, le mental, c'est peut-être 50%, voire même plus parfois chez un joueur. J'ai envie de prendre l'exemple d'Anthony Bennett, tu vois, qui était first pick en 2013 ou 2014, je crois, et qui a jamais pu confirmer parce que justement, mentalement, il n'était pas prêt à ce statut de numéro un de la draft. Toi, quels sont les critères importants que tu regardes sur le côté mental chez les joueurs et qu'est-ce que tu as envie de retenir? En fait, c'est un volet important. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a une personnalité, donc a aussi des points forts et des points faibles dans sa personnalité. Ça peut être la créativité, ça peut être la détermination, l'agilité, ce que tu veux en fait. Chacun a une facilité qui permet d'atteindre un certain niveau dans l'aspect mental. Le très haut niveau, j'ai envie de te dire que ce soit dans le basket ou dans tous les sports, déjà qui fait de l'argent, et c'est très compliqué parce qu'il y a très peu d'élus. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à pousser les très jeunes vers le très haut niveau alors qu'ils ont à peine 13 14 ans en disant mais c'est le futur Tony, c'est le futur Wembanyama, etc. Ce qui met déjà une pression sur les épaules d'un gamin, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste des gamins. Donc déjà, il y a ça aussi, c'est un autre contexte aujourd'hui. Il y a la pression que tu peux avoir de la famille familiale autour de toi. Parce que tu as des garçons et des filles qui sont issus de familles soit recomposées, soit avec un ancien papa sportif, etc., ou maman sportive, qui fait que tu as une pression, tu la ressens. Voilà, tu as un contexte avec les agents aussi, qui fait que, bah voilà, si t'es pas structuré,
si tu n'as pas cette envie personnelle aussi de pouvoir y arriver, parce que à la base, c'est toi et toi-même et toi seul qui va, si tu as envie d'y arriver, tu pourras y arriver. Euh, à te pousser vers des retranchements, à te mettre des doses d'entraînement, etc. Donc il faut être bien accompagné, ça je te dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde, ben, ça dépend aussi des franchises, tu vois. Ça dépend aussi de ton ressenti personnel. Donc, tu vois, moi, j'ai tendance à être plutôt créatif, à faire des choses que les gens font pas, tu vois, donc même dans mes rapports de scouting. Donc, automatiquement, dès que je veux voir un joueur qui fait une passe que les gens ne voient pas, qui est un peu malin défensivement, ça va être un truc qui va attirer mon œil parce que je me dis, bah, s'il a ça, c'est que il va pouvoir être plutôt créatif, on va pouvoir lui demander de prendre des risques, etc., etc. T'en as d'autres qui détestent ça parce que ça veut dire qu'à tout moment il peut faire une erreur et donc du coup ça peut mettre en péril l'équipe, son jeu, etc. Donc en fonction de ce que tu regardes, ce que tu veux, euh, ben, tu vas mettre des notes dans le mental que tu vas observer. Après, tu vois, aujourd'hui, euh, le- pour moi, hein, je donne mon avis. Aujourd'hui, il n'y a pas si tu vois, je mets deux joueurs qui sont de très très haut niveau, qui aujourd'hui dominent leur génération, et que tu vas mettre un dans un environnement qui va pas être fait pour lui et un qui va être dans un environnement qui est fait pour lui, bah, tu sais qu'il y en a un qui aura un avantage par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que si toi tu te sens bien quand tu vas dans un club où tu sais que tu vas bosser personnellement, ou si tu sais que derrière tu vas avoir soit un collectif, soit des gens autour qui te comprennent et qui vont mettre les choses en place pour que tu progresses, toi tu auras juste à faire ton travail individuellement. Certes, à te pousser au cul parce que tu n'as pas forcément besoin des autres pour pouvoir réussir, mais tu vas avoir plus de facilité peut-être à te mettre dans un environnement de performance. Tandis qu'une autre personne, tu vois, on a vu plein de joueurs, même cette année, qui sont dans des environnements qui sont difficiles. Je dis pas qu'ils sont mauvais, parce qu'on n'est pas là à lui taper dessus, mais qui ne lui ressemblent pas, ou en tout cas qui ne l'aident pas, fait que ben, tu vas avoir tendance à être plus complexe. Tu vois, l'environnement que pouvait avoir Nolan Traoré quand il était à Saint-Quentin, où il fait une saison en dents de scie, où tu vois les choses qu'il fait très bien, les choses qu'il fait très mal. Et là, tu peux te dire, ah, il y a un problème avec Nolan Traoré. Fait qu'en fait, tu te poses la question aussi, est-ce que l'environnement qu'il y avait à Saint-Quentin, avec le coaching staff, etc., parlait à Nolan? Et Oui. quand tu vois l'inverse, quand tu as Julien Baekia avec Hugo Yimga cette année, où tu vois Hugo qui est dans un rôle parfait, où il performe, où il progresse, où il a tout ce qu'il faut, tu dis waouh. Tu vois, là, c'est typiquement ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire et ce qui marche. Par contre, tu peux te poser la question en disant ah, ok, c'est son environnement, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour sortir de ça? Est-ce que Hugo Minga, qui a une équipe de France cette année, qui n'est pas du tout dans le même rôle qu'à Nanterre, ben, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il te montre un truc qui te dit, ah, il peut gagner? Est-ce que c'est plutôt un 4 qui va faire 3? Est-ce que c'est plutôt un 3 à 4? Est-ce que c'est plutôt un 3 and D? Voilà, tu vois, c'est des questions qui peuvent se poser et le voir des joueurs dans certains contextes fait que bah, tu comprends leurs limites, tu comprends leur plafond. Est-ce qu'ils vont passer leur plafond aussi? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui font que bah, tu peux te poser des questions et que tu peux observer aussi le comportement. Tu vois, après, nous on est là, on n'est pas là pour saquer les joueurs, tu vois, on n'est pas là pour écrire des trucs en disant ah, il était complexe, etc. Mais tu vois, on peut dire sur nos rapports, ben voilà, ce qu'on a vu entre ce moment-là et ce moment-là, mais il a une difficulté à passer un cap. Pourquoi? Voilà mon ressenti. Je ressens ça parce que il y a une pression derrière, parce qu'il n'a pas réussi ça, parce que je sais pas. Mais c'est en fait notre boulot, c'est vraiment d'écrire ce qu'on pense, qui est en fait cross-couté avec les autres scouts qui sont aussi dans la même franchise, qui sont souvent peut-être sur d'autres events ou qui sont sur les mêmes joueurs, qui permet après ben, au directeur de scouting et derrière au GM de se dire ok, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Il a donné son avis, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais je vais l'appeler. Pourquoi tu penses ça? Ah, toi, tu es sur la France, on parle d'un joueur, pourquoi tu penses ça? Ah, ok, je pense ça parce que je le suis depuis U14, je connais toute sa vie, je connais tout son truc, voilà, voilà, voilà. Voilà ce que je pense. Est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? On s'en fiche. Le but, c'est qu'à la fin, tu as toutes les informations. Voilà un peu notre rôle, tu vois. Et l'aspect mental, on va dire aujourd'hui, ça peut être très simple de te dire, ah ben oui, il n'a pas de mental, il n'est pas capable de supporter la pression. Ça, c'est, on va dire, le truc que la majorité des gens peuvent dire. Mais c'est pourquoi à ce moment-là, ça réussit pas. Qu'est-ce qui fait que, voilà. Et pourquoi moi, je vois que ce mec-là, il est
under stress, sous stress. Pourquoi? Ben parce qu'il a ça qui fait que moi je vois ça. Ok. Donc, dès qu'il a ces zones de stress, voilà ce qu'il devient comme joueur. Si j'enlève ça, au contraire, est-ce qu'il peut passer ce plafond? Et donc tout le monde n'est pas capable de passer ce plafond parce que tout le monde n'est pas capable de passer outre ses stress personnels, son travail personnel. Tout le monde ne bosse pas comme un Evan Fournier que j'ai côtoyé toute ma vie et que j'ai dit, mais en fait, t'es un fou du travail. Mais je comprends pourquoi à 35 balais, tu es dans un état physique comme ça. C'est qu'en fait, tu as bossé comme un fou et je t'ai suivi. Et moi, en tant que joueur, j'aurais pas été capable de le faire. Et pourtant, j'ai été un joueur qui a joué avec toi. J'aurais peut-être pas eu tous ces sacrifices, ces choix, parce que j'aime pas dire sacrifice, c'est ces choix à faire ton quotidien, à te mettre dans des environnements qui vont te faire performer. Et aujourd'hui, tu vois, bah là, je suis content qu'il est champion d'Euroleague, qu'il est MVP. Voilà, tu te dis, ben voilà, au moins tu peux servir d'exemple pour des jeunes qui veulent pousser derrière, quoi. Donc voilà un peu le retour que je peux te faire sur cette question. C'est vachement intéressant. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'aspect environnement, il y a quand même un célèbre adage qui dit il n'y a pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes. C'est vrai que peut-être que si Nolan Traoré, que tu disais, peut-être que l'environnement de Saint-Quentin ne lui était pas forcément favorable, peut-être que dans un autre environnement, il aurait été plus fort, il aurait été drafté encore plus haut. Mais bon, après, ça on sait pas. Du Oui, coup, oui, bien sûr. Après, hein, il a été drafté. Ça oui. n'empêche pas qu'aujourd'hui, tu vois, il bosse aussi de son côté. Il est Il en a fait une belle NBA. fin de saison en plus à Brooklyn. Bien sûr. Et donc, du coup, ça peut être qu'un frein. Tu vois, on n'est pas là. Alors, il y a des joueurs qui se font casser parce que mentalement, ils n'ont pas la capacité de rebondir derrière. Nolan, il a rebondi, même si ça lui a fait mal, il a rebondi parce qu'il a notre univers, il avait des objectifs aussi précis personnels et c'était qu'un an, tu vois, un an, c'est pas 3 ans, 4 ans dans une même équipe et là, que ça peut te former différemment. Donc non, non, bien sûr, après, je dis pas, Julien Maille fait un très bon boulot et on voit Nanterre comme il est. C'est vraiment en fait ce que nous, en tant que scout, et tu vois, quand on est hors NBA aussi, c'est ce que nous, on essaie de proposer en accompagnement sur les coachs, de dire en fait, ben voilà, tu as les trois profils que tu veux, ben moi je te conseille celui-là parce que c'est lui que tu vas pouvoir coacher, quoi. Et il y a des coachs qui me disent, ben, il y a certains profils de personnalité, je suis incapable de coacher parce que c'est le contraire de moi et j'en arrive pas. Donc ça sert à rien que tu me les mettes. Même si c'est le meilleur joueur que je puisse avoir, je ne peux pas le coacher. Donc il va y avoir problème. Et donc nous, notre rôle, c'est, on va dire, donner les bons côtés, les mauvais côtés d'un choix de recrutement. On peut aller jusqu'à aider et dire, bah, c'est lui qu'il te faut, tu signes. Mais en fait, on peut faire simplement des listings en orientant, en disant, bah, après, derrière, avec votre coaching staff, vous décidez. Voilà, c'est notre rôle d'orienter, de dire, ben, vous avez tout en main, pas besoin de réfléchir, pas besoin d'aller chercher de votre côté des joueurs qu'on va au dernier moment un agent, ah ben tiens j'ai tel mec, ah ouais mais si on te l'a pas listé, c'est que c'est pas le profil qui te correspond. Donc du coup, bah, ça rassure, ça te dit, bon ok, j'ai mon service de scouting qui me permet de gérer tout ça. Et donc du coup, bah, derrière, je suis plutôt rassuré, je fais mon boulot de job. Moi, mon job, c'est d'entraîner, coacher les mecs. Et après, derrière, s'il y a un problème, bah, c'est eux qui, si j'ai besoin de changer un joueur, ils vont m'en trouver un autre qui sera plutôt compatible. L'aspect financier, c'est pas moi le coach qui gère, c'est le GM ou le directeur sportif qui va gérer avec la cellule de scouting pour négocier, pour savoir les bons tarifs, parce que tu as des joueurs qu'on te propose à 200 000 balles mais qui en vaut 120. C'est comment arriver aussi à l'agent en disant écoute, on connaît le marché, tu peux pas me dire ça, je sais que tu as de l'argent à faire, mais voilà, nous on va te faire une proposition à 150 et c'est parce que c'est toi, tu vois. Donc ce qui permet aussi de gagner de l'argent, et puis on n'a pas parlé de la NCA ou ce que tu veux derrière. Aujourd'hui, en France, on peut aussi récupérer des joueurs et les accompagner vers la NCA, parce que c'est pas un mauvais choix pour certains profils de partir là-bas mais surtout derrière de gagner de l'argent avec les buyouts qui sont de plus en plus gros cette année. Donc tu peux vraiment faire de l'argent avec l'aide d'un service de scouting qui t'oriente vers les profils qui sont bons pour ton club et que tu sais que tu vas peut-être amener, parce que comme je disais avec certains clubs, ça sert à rien de refuser qu'ils partent aux États-Unis parce que c'est un projet, c'est un rêve de gamin et puis il y a de l'argent à gagner pour eux. Te dire au moins, au pire, tu mets un buyout ou une clause en disant ben, s'il doit revenir en France, il revient dans ton club. Comme ça, au moins, tout le monde est content si tu veux le faire.
Mais c'est surtout, en fait, je peux gagner de l'argent parce que un buyout, la NCA peut payer un buyout sans souci, quoi. Mm. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Le métier est intéressant. Et en fait, ça s'arrête jamais. Donc non, non, je pense que euh, ça peut plaire. Ça va plaire à certaines personnes qui veulent pas forcément être coach, qui veulent pas, voilà, qui veulent être libres. Parce qu'il y a un côté, moi, je suis à mon compte. Je voyage toute l'année quand je veux, comme je veux. Je peux rester à la maison si je me dis, bah là, je suis un peu fatigué. Je préfère les regarder à la télé, faire mes rapports. En fait, on a certes des consignes, mais après, on est quand même libre de faire ce qu'on veut sans les contraintes d'un boulot carré avec des horaires, etc. Donc voilà. Après, il faut aimer bosser la nuit quand on regarde la NBA. Ouais, ouais. Bah, je connais ça un petit peu du coup, comme je travaillais un petit peu, j'ai lancé mon média en janvier, regarder les matchs, mais bon, c'est un rythme de vie, mais quand on est passionné, on aime ça normalement. Donc, C'est ça. écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je regardais le chrono, j'avais dit 20-25 minutes, on a fait quasiment 1 heure. Mais c'est la preuve que c'était vachement intéressant. Et c'est vraiment super cool ce que tu nous racontes. Tu nous as fait découvrir plein de choses et expliquer plein de choses. Donc je te remercie d'être venu. Je vais te libérer, je te prends pas plus de temps. C'est la fin des vacances pour toi, donc je te souhaite une bonne fin de vacances et bon courage pour la reprise alors. Ouais, je te remercie. En tout cas, c'était super et avec grand plaisir pour en rediscuter avec toi. Bah, merci beaucoup. Salut, bonne journée, ciao. Ouais, toi aussi. Ciao, ciao.